Bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je remercie l'équipe de direction générale sous le pilotage de Christophe Pili pour avoir préparé notre réunion et je vais vérifier que nous avons bien le quorum, ce qui semble au coup d'œil être largement le cas afin de pouvoir délibérer. Pour la commune d'Arconsa, Jean-Éric Garret est excusé. Est-ce qu'il est suppléé? Non. Aubusson d'Auvergne est représenté par Bernard Lorton. Augerolles par Ludovic Combre. Si vous pouvez lever la main pour que ça facilite la reconnaissance, même si on est au mois de septembre, on est quand même au début du mandat. Celles-sur-Durolle, Olivier Chambon et Maryse Barge. Chavreloge, Jean-Pierre Dubault. Charnat, Philippe Blanchose. Châteldon, votre serviteur. Pour Courpierre, Christiane Sanson. Philippe Kerr. Catherine Mazelier. Mohamed Oulabi. Atlantique Messan. Elle est absente, elle arrive alors. Elle arrive. Jean-Michel Laveste. Oui, Laveste. Ensuite, nous avons pour Dora Thomas Barneria, Escoutou Daniel Bertuca, La Monnerie de Montel Chantal Chassan et Yves Gacon. Pour la Renaudie Ghislaine Dubien. Lachaud Michel Coupurier est excusé, il a donné procuration à Patrick Sauzède, qui lui est bien là. Néronde-sur-Dor Michel Gonin, Noala Éric Cabrolier, Olmay Janie Brousse. Suppléance. Paladuc, Caroline Guélon est présente. Palière, Patrick Sauzède et Marina Dacosta sont présents. Pour Puy-Guillaume, Bernard Vigneault donne procuration à Pépita Rodriguez, laquelle est présente, ainsi que André Debeau et Alexandra Gerlogeux. Pour Ris, Georges Lopez est absent, il est suppléé par Thierry Lambinet. Sainte-Agathe, Daniel Balizoni est présent. Saint-Flour-l'Étang, Didier Romeuf. Saint-Rémy-sur-Durolle, Frédéric Chaunier est présent. Il dispose de la procuration de Frédéric Baraduc. Saint-Victor-Montviennais est représenté par Serge Fayet. Pardon, je lis là-bas. Sauvia par Rachel Bournier. Sermentison, Serge Théalier va peut-être nous rejoindre. Thiers, Stéphane Rodier, Hélène Boudon, Claude Gouillon-Chenot, Isabelle Furgon. Elle va arriver. David de Rossi, Catherine Papu, Pierre Conti, Monique Durand-Prada, Martine Munoz, Kaya Hadjimi, Didier Sturma, Sophie Delègue, Éric Boucourt, Francis Roux, Régine Béal donne procuration à Éric Boucourt, Tahar Wanan, Didier Cornet pour Viscontat, Jean-François Delair pour Voleur Montagne et Pierre Rose pour Voleur Ville. Et j'ai oublié Sylvain Herman, et je le prie de m'en excuser. Bien, nous avons donc largement le quorum pour délibérer et traiter les affaires qui sont à l'ordre du jour. Lequel appelle en tout premier lieu le compte-rendu de la réunion du 15 juillet. Est-ce que ce compte-rendu appelle des observations? Est-ce qu'on peut le soumettre aux voix? Y a-t-il des avis contraires? Oui? Sur le compte-rendu précédent? Ah oui, sur le sujet des indemnités. D'accord. Donc c'était unanimité, donc pas d'abstention. C'est bon, vous avez noté? Bien. Y a-t-il des avis contraires pour ce compte-rendu? Des abstentions? Oui. Alors, oui, une abstention. Je fais observer aux membres du Conseil communautaire, mais vous l'avez sans doute remarqué sans même que je vous le dise, c'est que nos débats sont enregistrés
Alors on n'a pas encore la capacité technique à faire une retransmission en direct, mais on va dire que cet enregistrement sera accessible en ligne très rapidement, sans doute demain. Enfin, je pense que le contrôle de celles et ceux qui maîtrisent cet aspect technique des choses. Donc merci à la ville de Thiers, parce que c'est la ville de Thiers qui nous prête le matériel et surtout le technicien, Laurent Graffion, qui a la compétence dont nous ne disposons pas à TDM, mais c'est un bel exemple de mutualisation. Donc merci à la ville de Thiers pour nous faire bénéficier de cette prestation. Ensuite, oui. Oui, juste, je vais essayer de parler un peu fort. Oui, merci. Avec le masque et son micro, c'est pas évident. Il y a peut-être un deuxième. Il y a un micro là, oui. Je voulais juste faire une remarque préalable avant de démarrer la séance sur l'envoi, ce dont on a échangé dehors, sur les délais légaux qui ne sont pas respectés sur l'envoi des documents, et qui est fortement dommageable pour les élus qui ne siègent pas notamment dans le bureau, puisqu'il y a un volume de documents et de dossiers très importants à absorber. On a pris connaissance, pour ma part, j'ai pris connaissance du dossier lundi soir, donc je vous laisse calculer le délai qui reste quand même relativement court. Alors, je rectifie quand même l'information. Les délais légaux sont respectés. 5 jours francs, on aurait dû avoir le document samedi dans les boîtes aux lettres. Bah oui, la plupart l'ont eu, même vendredi dans les boîtes aux lettres. Alors je peux vous certifier que je l'ai eu lundi dans la boîte aux lettres. C'est le cachet de la poste qui fait foi. Entre les 5 jours francs sont respectés puisque ça part du jour d'envoi jusqu'au jour de la réunion. Là, mathématiquement, c'est imparable. Alors, au-delà de ce genre d'observation, la problématique, elle est plus profonde. C'est effectivement le dépôt à la poste le 11 septembre. Hein. Donc ça, les délais sont respectés. Non, mais c'est des délais légaux. C'est 5 jours francs à partir du dépôt à la poste. Bon. Que l'on dise plutôt qu'il serait souhaitable d'avoir les documents un peu plus en amont, au-delà du délai légal, je l'entends, évidemment. Après, encore une fois, je voudrais juste qu'il y ait un peu de bienveillance entre nous, et que cette bienveillance s'adresse aussi aux services qui travaillent dans les collectivités, c'est qu'on sort d'une période de confinement, de vacances, et qu'on n'est pas sans doute encore complètement opérationnel comme on le voudrait. Donc moi, je retiens la remarque et je la reçois comme légitime. J'aimerais aussi que de temps en temps, on dise que les services ont bien travaillé, parce qu'il y a quand même du document, il y a quand même des rapports détaillés. Après, vous n'êtes pas obligé de le penser, hein, je dis collectivement. Hein. Simplement, je vous réponds en vous disant qu'on fera le maximum à l'avenir pour améliorer l'anticipation et qu'on envoie les rapports le plus possible en amont, et même qu'on puisse éventuellement faire, en complément de l'envoi papier, un envoi dématérialisé qui nous permettrait à l'avenir de gagner quelques jours pour prendre connaissance des documents. Voilà, donc la demande est enregistrée. Bien, sur l'ordre du jour, vous avez un... Alors, je ne sais pas si ça a été remis, le point complémentaire sur l'intérêt communautaire. Oui. Bon, vous avez un projet de délibération que je vous propose de retenir en complément, si vous en êtes d'accord. C'est tout simplement une modification à la demande de la commune de Celles-sur-Durolle de l'intérêt communautaire, c'est-à-dire de ce qui relève des compétences de la communauté de communes sur un point, c'est la liste des bâtiments. Alors ça, c'est l'héritage de l'ex-communauté de communes de la montagne thiernoise. Il y a un certain nombre de bâtiments, notamment des commerces, qui étaient d'intérêt communautaire parce que maîtrise d'ouvrage communautaire. Donc il s'agit de la boulangerie de Celles-sur-Durolle. Et la commune nous demande de récupérer la compétence. Donc c'est sans conséquence financière pour TDM, bien au contraire, puisque ça nous retire une compétence pour une raison de volonté de la part de la commune de racheter ce fonds de commerce et le gérer quelque part en direct. Donc pour que ce soit possible, il faut juste qu'on le retire de la liste des compétences communautaires. Voilà, c'est simple, c'est sans frais pour TDM, ça arrange la commune.
Donc je regrette qu'on n'ait pas pu vous le présenter plus tôt, mais la cession de fonds de commerce, souvent ça arrive pas forcément avec une anticipation comme on le souhaiterait, et encore une fois c'est sans conséquence pour la communauté de communes. Christiane, tu voulais... Oui, moi je voudrais dire que, évidemment, que ça ne me gêne pas du tout qu'on délibère sur le retrait de la compétence pour ce bâtiment-là par rapport à la demande de Celles-sur-Durolle, qui est tout à fait justifiée, mais je ne trouve pas légitime d'en refaire une délibération complète où on reventile toutes les compétences obligatoires et optionnelles qui sont l'héritage Oui. des élus communautaires d'avant, Oui. et en profiter pour faire adopter ça par l'ensemble des élus aujourd'hui du nouveau conseil communautaire. Ça me gêne parce que on nous le donne là, au dernier moment, parce qu'il y a urgence par rapport à Celles, ça je le comprends. On peut délibérer que sur Celles, mais pas sur tout ça, parce que tout ça, je pense que les nouveaux élus communautaires, ils vont vouloir en y réfléchir, peut-être le modifier, et ça serait embêtant qu'on fasse une délib qui d'entrée porte, sans qu'ils aient pu y réfléchir, réaffirme que le nouveau conseil communautaire est d'accord avec tout ça. Tu vois Non, ce que je veux dire? c'est pas la bonne interprétation des choses, pardon de te le dire comme ça. Ça existe. On n'a pas à choisir. Oui, mais là, C'est l'héritage. Je dirais au contraire, ce serait quand même curieux qu'on vous fasse délibérer sur le retrait d'une compétence sans vous dire quelle est la base de départ. Ce ne serait pas très transparent. Au contraire, on dit de quoi on part et on dit ce qu'on retire. C'est pas implicitement approuver ça. C'est déjà approuvé, Christiane. C'est l'héritage, effectivement, tu l'as très bien rappelé, de la fusion des 4 PCI. Donc ça s'explique, on ne va pas refaire l'histoire, même si demain on décide de modifier ça, on le fera. Là pour le coup c'est de la transparence, parce que si tout n'est pas transparent, moi je suis très transparent, hein, au bout d'un moment. Hein. Ne pas donner cette liste, pour moi ce ne serait pas honnête. Mais regarde, Tony, ce sur quoi on nous propose de délibérer... Non Christiane, ce qui est là-dedans c'est déjà délibéré. La nouvelle définition... Non, non. C'est la délibération d'avant, ça. Ça, la proposition qui est faite, c'est juste ce soir de retirer. On n'approuve pas l'existant. On n'a pas besoin de délibérer là-dessus. Ça existe déjà. On enlève juste le commerce de Celles-sur-Durolle. C'est tout ce qu'on fait ce soir. Mais c'est ça qu'on fait. C'est bon, c'est pas la bonne interprétation. Ça, c'est une information, notamment aux nouveaux élus, pour dire ce qu'il y a dans l'intérêt communautaire. On n'a pas délibéré là-dessus. Nous, ce soir, la délibération, on va faire 3 lignes, retire 2 points, la boulangerie de Celles-sur-Durolle. C'est tout. Voilà. Non, je t'en prie. C'est normal que ça nécessite un peu d'explication. Oui, alors on a oublié de dire que le Benjamin, qui n'a pas changé parce que personne n'a rajeuni, Pierre Conti, serait notre secrétaire de séance. Il est d'accord. Merci, Pierre. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce dossier Voilà, mais encore une fois, on ne refait pas le passé. Hein. Maintenant, on pourra en rediscuter à l'avenir. Oui, David. Je pourrais savoir quel est le projet de la commune de Celles-sur-Durolle sur En quelques mots, parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien abouti encore. Hein. Là, l'idée, c'est bien de reprendre un fonds de commerce pour permettre la sortie des exploitants actuels, dans l'idée d'en retrouver plus tard. Moi, c'est ce que j'ai... Je ne pense pas qu'on puisse en dire bien plus tout de suite, mais vous. On pourrait en parler toute la soirée, on en reparlera, parce que même si ça devenait un intérêt communal, ça aura un intérêt communautaire dans le cadre de la délégation que peut avoir Sophie Delegue et du commerce plus généralement, tant sur la montagne tiernoise que sur le bassin. Tout simplement, aujourd'hui, on a une boulangerie-épicerie avec des gens qui arrivent en retraite, qu'on a fait un appel à candidature pour un repreneur, qu'on n'a pas été convaincu par les gens qui ont pu venir taper à la porte, ni convaincu par le professionnalisme, ni par leur volonté, ni par ce qu'on attend aujourd'hui d'une épicerie de centre-bourg qu'on voudrait plus enclin avec des circuits courts, avec l'agriculture locale, avec un vrai service à la population, sur du portage vers les personnes âgées, plus un commerce à vocation sociale avec un S majuscule,
pour avoir un vrai service à la population. Et ce qui s'est passé, il y a eu carence de l'entité privée, malheureusement. Et on a décidé, en commune, au niveau du conseil municipal, une volonté de reprendre l'établissement, parce qu'il y a très très peu de cas en France, il n'y en a pas à ma connaissance sur une chose comme ça. Et en créant une structure juridique en EPIC, un établissement public industriel et commercial, avec des salariés de droit privé, sauf le directeur de l'EPIC qui sera mise à disposition, ce sera la DGS de la mairie qui sera la directrice de l'EPIC mise à disposition, pour avoir un nouveau concept d'épicerie et de boulangerie. On a trouvé les personnes qui pouvaient travailler sur l'établissement. La première chose était de le reprendre au niveau communal pour pouvoir créer l'EPIC. On part vraiment dans l'inconnu, mais avec une vraie volonté politique et commerciale qui se rapproche de ce que vous avez initié sur la foire au pré bientôt. Vraiment, et ce qui peut exister sur d'autres communes, sur l'épicerie de Volorville, au niveau public, avec la volonté de remettre en selle une entité économique et peut-être de la céder dans le futur à un privé, parce que nous ne pouvons faire ça au niveau public que parce qu'il y a carence au niveau privé. Non seulement c'est sans conséquences financières pour TDM, mais je dirais même que c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que la prise de risque est transférée à la commune, donc c'est plutôt positif. Bien. D'autres questions? Je vous propose donc d'adopter cette modification en retirant la boulangerie de Celles-sur-du-Rhône de l'intérêt communautaire, en vous remerciant au nom de la commune d'accepter cette procédure d'urgence. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Oui. Une abstention. Je vous remercie. Bien, le point suivant, donc c'est une série de rapports qui concernent le domaine des finances. Donc je vais donner la parole à Olivier Chambon. Merci. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a une dizaine de rapports, des choses très techniques. Le premier rapport, un rapport important sur la répartition dérogatoire proposée au niveau du fonds de péréquation intercommunal et communal en lien avec notre pacte fiscal et financier. Un pacte fiscal et financier qui avait été voté à l'unanimité sous la précédente mandature. Ce fonds de péréquation, je ne vais pas vous faire une leçon de fonds de péréquation. C'est un fonds qui vient nous abonder positivement notre territoire par d'autres territoires plus riches que les nôtres. Ce qu'on vous propose, au lieu d'avoir une répartition de droit commun, c'est que ce fonds soit modulé par rapport à une certaine forme de richesse des collectivités et par rapport à tout ce pacte fiscal et financier qu'on vous traduira prochainement dans une commission finance, un pacte qu'on essaiera de rendre plus lisible, plus simple pour toutes les communes et pour tous les élus. En tout état de cause, ce pacte était voué à avoir plus de solidarité envers ceux qui avaient moins, et d'autre part, à avoir un coefficient d'intégration fiscale le plus fort possible pour l'intercommunalité, de façon à pouvoir avoir une DGF soit plus élevée, soit de moins perdre. Ça dépend comment on le voit. Pour cela, 75% du prélèvement de ce fonds a été pris en charge par la collectivité, par TDM, correspondant à une réduction des attributions de compensation. Bon, déjà, je n'ai pas dû être très clair pour ceux qui n'ont jamais touché ces choses-là. Ce fonds, il y a d'un côté un prélèvement, de l'autre côté une attribution, parce que c'est quelque chose de très compliqué, et de l'autre un solde. La proposition qui vous est faite, dans le lien qu'on peut avoir et qu'on veut avoir de plus en plus étroit entre l'interco et les communes, c'est que tout le monde soit gagnant et tout le monde soit bénéficiaire. Tout ça est possible aujourd'hui sur ce fonds, un fonds positif de plus de 600 000 euros, uniquement parce que nous nous sommes mariés entre les 4 anciennes communautés de communes. Nous ne nous serions pas regroupés. Ce fonds était négatif pour l'ancienne tiers communauté. Pour les autres, c'était un peu différent.
Mais en tout état de cause, les caractéristiques fiscales de notre nouvelle interco de TDM nous permettent d'avoir ce fonds positif et d'avoir un solde positif pour toutes les communes de l'intercommunalité et pour l'intercommunalité elle-même. L'année dernière, on avait fait un effort particulier et très fort envers les communes, puisque les communes s'étaient partagées la hausse de cette enveloppe entre 2018 et 2019. Ce que je vous propose ce soir sur une enveloppe qui augmente de 2019 à 2020, c'est de la répartir équitablement suivant notre pacte financier, suivant une certaine solidarité, autant entre les communes que l'intercommunalité. Et donc vous avez les chiffres pour toutes les communes. Et donc le solde positif entre 2018 et 2020 pour les communes, il est à peu près de 48 400 €, pour le PCI de 20 000 €. Cette année, effort particulier pour l'Interco, où l'Interco aura un solde bénéficiaire de 52 000 €. Donc tout le monde a un solde qui est supérieur à l'année précédente, dont l'Interco. C'est ce qu'il faut retenir. Si nous n'avions pas été ensemble, ces soldes auraient été bien inférieurs à ce qu'on nous propose. Malheureusement, on n'est pas très riche, mais bon, il faut bénéficier de ce fonds. Et je vous propose, sur la lancée du mandat précédent et de la solidarité qu'on avait pu avoir les uns envers les autres, qu'on continue sur ce plan-là, sur ce régime dérogatoire, pour que à la fois l'Interco et les communes soient bénéficiaires dans ce fonds. Bien, il faut rappeler aussi, pour justifier cette petite progression de la répartition du solde en faveur de la communauté, c'est que TDM a eu à financer pour ses établissements médico-sociaux une prime Covid que les communes n'ont en général pas eu à dépenser pour leurs activités. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bien. Je vous propose d'adopter, alors j'insiste sur la proposition qu'a faite Olivier Chambon, c'est-à-dire qu'on va faire une explication plus détaillée des mécanismes de solidarité qui sont internes à TDM pour démontrer comment on a réussi à optimiser les recettes de la solidarité de l'État via ce fonds de péréquation et comment on a fait de la solidarité entre nous à l'échelle de TDM. Bien, y a-t-il des avis contraires ? Oui ? Oui, parce qu'il faut un intervenant, il faut une réunion de travail, il faut 2 heures là-dessus. Hein, et il faut des propositions des élus aussi pour le rendre encore plus efficace et efficient, encore plus solidaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est certes bon, mais certes encore un peu trop technocrate pour être vraiment compris. Et puis, dans l'idéal, il faudrait le remouliner, certes à la marge, mais un peu tous les ans, en tenant compte de ce que le législateur décide dans la loi de finances pour l'année suivante. Parce que le législateur, il décide de moins impacter sur l'attribution de nos dotations, la dotation de solidarité communautaire, la DSC, plutôt que les attributions de compensation, mais d'une année sur l'autre, ça peut changer. Donc si on veut vraiment optimiser notre DGF, il faut vraiment qu'on puisse adapter sur cette mécanique. Si l'explication est prévue, très bien. Oui, oui, bien sûr. On va dire ce que vous avez dit, on y reviendra. Et le silence ou l'abstention de la salle, à mon avis, est plus lié quand même au pacte du sujet précis. Tout à fait. En gros, pour le dire autrement, si on ne délibérait pas de cette manière-là, s'appliquerait la répartition dite de droit commun qui nous est envoyée par les services de l'État et qui, globalement, fait moins de solidarité infra-communautaire que nous n'en faisons dans ce tableau. Tout à fait d'accord. Bien, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie et je remercie les services de TDM, notamment les services financiers, Philippe Prada et Olivier Chambon, d'avoir travaillé sur ce rapport.
Ensuite, Olivier, une rectification d'erreur matérielle qui aujourd'hui est au détriment de la ville de Thiers et que si on la rectifie, cette erreur sera plus juste. Oui, je pense que les élus de la ville de Thiers voteront favorablement pour cette erreur matérielle d'une provision qui s'est baladée, c'est un mot un peu trivial dans les CLET, c'est-à-dire les commissions locales de charges transférées, c'est-à-dire de qui fait quoi, qui a la compétence de quoi, et dans les transferts qui sont passés de la ville de Thiers à l'Interco et réciproquement, eh ben, il y a eu tellement de mouvements et ça a été tellement compliqué qu'il y a 80 000 euros liés à la politique de la ville eh ben, qui se sont perdus au milieu de tableau. Et ils ne se sont pas perdus puisque nos services ont bien travaillé et en remoulinant tout ça, ont retrouvé ça en concordance entre les services financiers de l'Interco et de la ville et des élus des deux côtés. Donc c'est pas 4 944 000 euros initialement notifiés qui seront abondés à la ville au titre des transferts de charges, mais 5 028 731 euros. Tout simplement, les bons comptes font les bons amis et nous comptons bien être de bons amis. Et voilà les vrais comptes justes et clairs. Alors on est sur 90 000 euros, c'est important. Tous ces 90 000 euros annuels, hein, sur un total de 5 millions d'euros. Donc, mais vaut mieux que ce soit juste. Voilà. Merci Olivier. Y a-t-il des questions? Juste une remarque, c'est que l'université n'existerait pas si la compétence était exercée normalement, comme partout ailleurs, par le ville. Oui, mais l'erreur aurait pu porter sur un autre aspect des transferts. Et on pourrait même dire, cher Eric, que le problème n'existerait pas si l'Interco n'existait pas. Mais je pense que ce n'est pas le sens de ton propos. Je ne dirais pas jusque-là, et en tout cas, on peut remercier les services pour leur vigilance. Voilà. Et la volonté de travailler dans la transparence et d'être juste dans nos flux financiers, puisque l'esprit de la loi, c'est que tous ces transferts de compétences, quelles qu'elles soient, se fassent dans une logique de neutralité budgétaire. Voilà. Bien, avis contraire, abstention, je vous remercie. Rapport suivant, toujours pour Olivier Chambon. Point 4, rapidement, exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous savez qu'on a créé une micro-centrale électrique à Aubusson. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Donc, conformément à l'article 16 039 du Code général des impôts, nous avons la possibilité de nous exonérer de taxes foncières sur cet équipement. C'est ce que nous vous proposons sur notre part de taxes foncières, puisque l'Interco a une part de taxes foncières sur ces équipements-là. L'autre part, elle est communale, et le maire d'Aubusson nous a dit en bureau tout à l'heure qu'il avait pris la même délibération pour nous exonérer de la part communale de la taxe foncière sur la microcentrale d'Aubusson. Voilà, un équipement qu'on pourrait considérer comme vertueux, puisque produisant des énergies renouvelables. Y a-t-il des questions? Oui, Eric? Oui, sans mettre en cause le principe, on n'a pas le montant de la recette à laquelle C'est normal parce qu'on ne l'a pas payé pour le moment, donc on n'a L'ouvrage n'a pas été taxé, voilà, parce donc que on l'ouvrage n'a pas n'est pas encore en service. Voilà. On pourrait avoir. on décide de financer une recette, à quoi on renonce, ça serait pas intéressant. En sachant que le paradoxe, si on comprend bien les choses, c'est qu'on se dispense d'une recette dont nous serions les contribuables. Donc ça s'appelle un flux en cercle fermé. Donc on se prive d'une recette, mais on se prive aussi d'une dépense. Donc pour le coup, j'entends la remarque. Pour autant, je dis que tout ça s'annule. Oui, c'est un bâtiment de 30 mètres carrés, donc ça donne une idée de cette fonction. De toute façon, c'est une évaluation La par le dépense- service des domaines, par le service fiscal. Oui, c'est les services fiscaux qui la feront l'évaluation. Mais pour le coup, je ne suis pas sûr qu'ils nous la fassent en l'absence d'intention d'appliquer la taxe. Mais on pourra essayer de le savoir, Eric. Non, mais je ne connaissais pas la surface. C'est 30 mètres carrés, ça doit être c'est négligeable. Ouais. 300, 400 euros par an. Quoi. Même pas. Bon. Voilà. Bien. J'en conclus qu'il y a toujours l'unanimité. Merci.
Une série de décisions modificatives budgétaires pour le budget principal et certains budgets annexes. Je dirais Oui, j'ai fait voter. C'était juste après la remarque d'Éric Bourgoux où je demandais s'il y avait toujours l'unanimité. On n'a pas fait voter. Alors sur l'exonération, pardon, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je dirais que les décisions modificatives, elles sont un petit peu de saison dans toutes les collectivités, puisque surtout que nous, on a voté le budget au mois de février, ce qui n'était pas le cas de certaines collectivités. Donc budget voté en février, décision modificative juste avant l'automne, je dirais que c'est un petit peu classique. Des ajustements de crédit nécessaires, bien entendu en raison de perturbations dans les activités, puisque d'un côté il y a des services qui ont été mis au ralenti en raison de la crise sanitaire, d'autres dépenses qui ont été activées qui n'étaient pas prévues, donc on a besoin de faire ces ajustements. Olivier, je te propose de faire une présentation synthétique. Ligne par ligne? Oui. Tout simplement pour vous dire que c'est pas de grosses décisions modificatives, donc c'est pour ça que je voulais vraiment remercier Daniel Bertuca qui gérait les finances sur le mandat dernier, et s'il n'y avait pas eu la crise Covid, vraiment elles auraient été ridicules, ces décisions modificatives, et ces décisions, comme vous l'avez dit Monsieur le Président, elles sont quasi exclusivement dues à tout ce qui a pu se passer, à des politiques qui n'ont pas pu être mises en place, à d'autres qui ont dû être mises en place, et vraiment c'est un très beau travail qu'a fait Daniel Bertuca et les services. Donc, sur les décisions modificatives, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on retrouve des équilibres budgétaires, une obligation, tant en fonctionnement qu'en investissement, sur le fonctionnement dépenses-recettes, où on doit retrouver les mêmes équilibres. Donc, sur le budget général, en fonctionnement dépenses et en fonctionnement recettes, c'est une décision modificative de 296 478 €. Très brièvement, sur les grandes lignes au niveau des dépenses, sur les articles 60, 628, 631, 632, les 60 225, les 10 000, les 12 000 qu'on retrouve en plus, tout ça est lié à l'achat de masques